Salut, c'est Ludovic de Media Show et on se retrouve pour cette première vidéo de l'année consacrée au top et au flop 10 des films de l'année 2021. Je tenais d'ailleurs à vous souhaiter une très bonne année 2022 qui, je l'espère, sera encore plus prometteuse et généreuse en sortie cinéma, mais également vous remercier pour votre fidélité en espérant vous voir encore plus nombreux sur la chaîne cette année. N'hésitez donc pas à partager la chaîne YouTube avec vos amis et vos proches. Sans plus attendre, commençons par les 10 meilleurs films que j'ai pu voir durant l'année 2021. Les liens des critiques apparaîtront dans la description. Allez, c'est parti! Réalisé par Craig Gillespie, Cruella est la 18e adaptation en prise de vue réelle d'un classique d'animation Disney et plus précisément un préquel dédié au personnage iconique des 101 Dalmatiens. Plus sombre que les précédentes adaptations, Cruella dépoussière brillamment le dessin animé en nous offrant une excellente origin story sur l'un des méchants les plus célèbres de l'univers Disney, Cruella, un personnage féminin méconnu aux origines compliquées et en quête de célébrité dans le monde de la mode et qui se démarquera par son style vestimentaire. Saisissez-la. On évite de faire une scène. Comment y résister dans un tel décor? En plus d'une atmosphère sombre, le film bénéficie d'un scénario bien écrit, audacieux et très bien rythmé avec de nombreuses péripéties au cœur des années 60-70 à Londres. Ajoutons à cela une mise en scène fabuleuse avec un univers immersif et punk au cœur de Londres et une distribution brillamment menée par Emma Stone, très investie dans son rôle et faisant preuve d'un grand charisme. Continuons avec le top 9. Malignant, un thriller horrifique qui signe le retour tant attendu de James Wan à la réalisation, un homme qui a su renouveler le registre de l'horreur en lançant des sagas cultes telles que Saw, Conjuring ou encore Insidious. Bizarrement, ce film n'a pas bénéficié d'une énorme promotion et pourtant, malgré ses défauts, c'est une véritable surprise de la part de James Wan qui sort enfin de sa zone de confort pour nous proposer un long métrage audacieux et surprenant. Bien loin des films d'horreur traditionnels, le réalisateur réussit à nous offrir un savant mélange entre policier, thriller, épouvante et gore en réunissant tous les ingrédients ayant fait le succès de ses précédentes réalisations pour nous offrir une pièce unique dans le registre de l'horreur. Sans oublier la mise en scène qui est immersive et maîtrisée avec une gestion de la caméra exceptionnelle. Travelling circulaire, travelling compensé, mais également des plans zénithaux vraiment beaux. Le Dernier Duel est l'une des deux réalisations de Ridley Scott pour cette année 2021. C'est un drame historique inspiré de faits réels, une adaptation d'un livre écrit par Eric Jagger en 2004. Et à travers ce scénario, le réalisateur Ridley Scott nous livre une histoire choquante avec des passages marquants ainsi qu'une scène finale barbare et violente. Et malgré quelques longueurs, la construction scénaristique est fabuleuse, elle est divisée en 3 parties, elle permet de bien comprendre cette sombre affaire des 3 points de vue des personnages principaux, Jean de Carouge, Jacques Legris et Marguerite de Carouge. Jacques Legris entered our home. He attacked me. The accusation is false. Ce découpage pourrait paraître redondant, raconter 3 fois la même histoire, et pourtant, chaque point de vue apporte son lot d'émotions et d'informations. La mise en scène est maîtrisée, avec une belle reconstitution de l'époque, aussi bien dans les décors, les paysages, les costumes et la bande originale. Enfin, Ridley Scott s'entoure d'un excellent casting avec de très bons acteurs, Matt Damon, Ben Affleck, Adam Driver et Jodie Comer. Nommé aux Golden Globes et ayant reçu le BAFTA, l'Oscar et le César du meilleur film étranger, Drunk était l'un des films que je n'avais pas pu malheureusement voir durant l'année 2020 avant la fermeture des cinémas. Fort heureusement, ce film réalisé par Thomas Vinterberg est ressorti dans les salles obscures durant l'année 2021. Au premier abord, Drunk se dévoile telle une comédie autour de l'alcool et durant la première moitié de l'histoire, l'humour est clairement au rendez-vous. Mais dès lors où cette limite est atteinte, le film plonge dans un scénario profond, dramatique et rempli d'humanité. Jeg er blevet lidt fuld i morgen. Jeg har hele tiden synes det var fint, at I eksperimenterede alt muligt, men det her, det er over grænsen. Le sujet autour de l'alcool est donc maîtrisé dans les moindres détails sans en faire une apologie. Certes, l'histoire de Drunk est relativement simple, mais elle est portée par une excellente distribution et de magnifiques interprétations, tout particulièrement Mads Mikkelsen, qui réussit à transmettre une multitude d'émotions par de simples regards. La 6ème place est attribuée à Last Night in Soho, réalisé par Edgar Wright, à qui l'on doit Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Le Dernier Pub avant la fin du monde et dernièrement Baby Driver. Le réalisateur britannique change de registre et bascule cette année dans le genre thriller horrifique. Son long métrage à la fois contemporain et d'époque est vraiment réussi sur tous les aspects, un scénario immersif,
captivant avec un véritable propos féministe sans caricature, une atmosphère tantôt féerique, tantôt sombre, mais également des personnages bien développés. Le film emprunte également une dimension fantastique intéressante avec sa double protagoniste et les fantômes masculins qui hantent Héloïse au quotidien afin de mettre en image la crainte des femmes à l'égard de notre société. Everyone's waiting for you. De plus, la réalisation est vraiment soignée avec un gros travail sur les décors et les costumes et offre de belles expérimentations visuelles, jeux de fantômes, effets de miroir entre les deux époques ou encore jeux de couleurs. Un voyage temporaire nostalgique et visuellement grandiose. Enfin, n'oublions pas l'excellent duo féminin porté par Thomasin McKenzie et Anya Taylor-Joy. Pour le top 5, nous retrouvons Bac Nord de Cédric Jiménez. Inspiré d'une histoire vraie, ce film s'inscrit dans le registre des films de banlieue qui se multiplient au fil des années, le plus marquant de notre époque étant La haine de Mathieu Kassovitz et le plus récent étant Les Misérables de Lajli, ayant reçu 4 Césars. C'est un thriller certes parfois inégal mais qui se révèle particulièrement efficace et bien rythmé. Découpé en deux parties, le scénario installe rapidement l'atmosphère et l'ambiance, permettant ainsi aux spectateurs d'être en immersion totale au sein de la criminalité à Marseille dès l'introduction. Fort heureusement, Cédric Jiménez lève le pied durant la seconde moitié de l'histoire afin de développer ses personnages et d'y installer une accroche émotionnelle. Non, mais rien. Ça fait 20 ans que je fais ce métier, moi. Tu crois que tu sais tout, mais tu sais rien. Tu sais rien des quartiers nord. On a failli crever là-bas. Offrant une approche quasi documentaire, le film repose également sur une mise en scène réaliste et brutale, montrant sans artifice la violence des quartiers nord de Marseille. Enfin, le trio porté par Gilles Lelouch, Karim Leclou et François Simil est tout bonnement incroyable avec une véritable alchimie. À une marge du podium se trouve Justice League, la director's cut de Zack Snyder tant attendue par les spectateurs, est sortie non pas dans les salles obscures mais sur les plateformes digitales. Le réalisateur nous a clairement sorti le grand jeu avec une version bien plus aboutie sur tous les aspects, le développement des personnages tels que Flash, Cyborg, Steppenwolf ou bien Darkseid, un scénario plus crédible, plus détaillé et plus fluide, une ambiance apocalyptique très prononcée avec une thématique forte, le deuil, à travers la mort de Superman qui est davantage mise en valeur, ainsi que celle de la mère de Cyborg. Enfin, la mise en scène est plus sombre à travers les scènes de combat plus impressionnantes, plus épurées contenant plus de ralentis, les arrière-plans, les personnages et même jusqu'au costume de Superman qui est dévoilé en couleur noir et gris. They said the age of heroes would never come again. De plus, la version de Snyder propose plus de plans larges. Le choix de diffuser le film en 4 tiers de la part du réalisateur est d'ailleurs très étonnant mais justifié afin de gagner en verticalité. Enfin, la bande originale est plus marquante et plus épique que celle de la version cinéma. La troisième place est attribuée à Boîte Noire, réalisée par Yann Gozlan, à qui l'on doit également Un homme idéal en 2015 et Burnout en 2018. Rares sont les films portant sur ce sujet sensible, la boîte noire d'un avion. En général, elle n'est évoquée que brièvement durant l'histoire, mais ici, elle est au centre de l'intrigue. Le scénario fait donc preuve d'originalité grâce à cette intrigue authentique, mais également en s'intéressant à un métier peu connu du grand public, à savoir un enquêteur au BEA. C'est bon, c'est exploitable. Atténue le moteur dans le médium. Concentrez-vous sur ce qu'on entend. D'autre part, bien qu'il s'agisse d'une fiction, ce thriller ne demeure pas moins réaliste grâce à un énorme travail de documentation de la part du réalisateur et de Pierre Ninet sur la BEA et le métier d'analyste acoustique. Et même si le dernier quart d'heure peut paraître un peu tiré par les cheveux avec cette découverte dans le lac, le scénario ne demeure pas moins captivant avec un très bon rythme. C'est un thriller qui s'assume pleinement. Mais Boîte Noire, c'est aussi une véritable prouesse visuelle et sonore, ainsi qu'une excellente interprétation de Pierre Ninet. Adaptation de la première partie du roman écrit par Frank Herbert, Dune est le troisième film de science-fiction du réalisateur canadien Denis Villeneuve après Premier Contact en 2016 et Blade Runner 2049 en 2017. Contrairement à l'adaptation de David Lynch, qui a d'ailleurs pris un sacré coup de vieux, le choix d'adaptation en 2 parties est une très bonne option étant donné la diversité de l'univers et de l'histoire. Et à travers ce premier volet, Denis Villeneuve introduit parfaitement le contexte, l'atmosphère et les personnages avec une narration efficace
et malgré un vocabulaire complexe, le nom des pubs par exemple, il est assez facile de cerner les enjeux scénaristiques sans connaître l'œuvre de Frank Herbert. Les protagonistes sont également bien développés en profondeur, tout particulièrement Paul Atreides et sa mère Lady Jessica. Enfin, le rythme du scénario lent et contemplatif est tout à fait digeste grâce à sa richesse et un juste équilibre entre les scènes d'action, de dialogue et de décor. Sur Arrakis, la maison Atreides accepte. Je te connais. Quelque chose s'éveille dans mon esprit. Tu dois affronter tes peurs. Viens avec moi. Mais Dune, c'est également un exploit sur la mise en scène, les paysages sont immersifs, les plans larges sont exceptionnels et les costumes sont soignés, tout comme les effets spéciaux, ainsi que les couleurs, vraiment incroyables. Enfin, Denis Villeneuve s'entoure d'une belle brochette d'acteurs menée par Timothée Chalamet. Le suspense est à son comble et le top 1 est décerné à The Father, réalisé par Florian Zeller qui signe son premier long métrage. Adaptation de sa propre pièce de théâtre créée en 2012, le film a reçu 2 BAFTA et 2 Oscars pour le meilleur scénario adapté, mais également pour le meilleur acteur, Anthony Hopkins. Ce thriller dramatique repose sur un scénario habilement construit pour semer le doute et nous faire vivre une expérience unique. Peu à peu, le mystère se lève et le film se conclut sur un dénouement certes attendu, mais vraiment émouvant. Certaines scènes sont vraiment déchirantes. L'histoire m'a d'ailleurs profondément touché, exposant une terrible maladie, Alzheimer. Need any help? We have to come up with a different arrangement. Stop talking like that. I'm not leaving my flat. I am not leaving my flat. Côté mise en scène, l'appartement joue un rôle important au sein du scénario. En effet, j'ai véritablement apprécié le fait que le décor de ce drame soit considéré comme un personnage à part entière, symbole de l'enfermement d'Anthony. Son second Oscar après celui du Silence des agneaux est justement mérité. Débutons ce flop 10 avec Matrix Résurrection. Matrix est une franchise lucrative créée par les sœurs Wachowski en 1999, mais contrairement aux 3 premiers opus, ce 4e film est uniquement réalisé par l'une des 2 sœurs, Lana. Et proposer une suite aussi tardivement n'est jamais bon signe. Pour preuve, le film n'est vraiment pas bon et il prend un sacré revers au box-office avec un démarrage très décevant et qui n'est pas aidé par la diffusion sur HBO Max. Certes, la distribution est honorable et la mise en scène est toujours impressionnante avec des scènes d'arts martiaux bien chorégraphiées, des ralentis efficaces, des couleurs soignées et une bande originale mémorable. Je l'ai d'ailleurs vu en 4DX et franchement ça décoiffe. Mais pas. Non. Mais le scénario est vraiment tiré par les cheveux. De base, l'objectif d'une suite est d'étendre l'univers précédemment installé. Ici, l'histoire n'apporte strictement rien et n'est qu'un copier-coller du premier volet, tout particulièrement durant la première heure, notamment avec le choix entre les 2 pilules, la recherche de Neo, la romance entre Neo et Trinity, et j'en passe. Ajoutons à cela des personnages insipides, parfois inutiles, comme le fait de nous ressortir Morpheus avec un acteur différent qui plus est, une histoire faussement complexe et ô combien bordélique, et enfin un dénouement qui laisse présager une énième suite sans véritable saveur. C'est très certainement la dernière apparition de Scarlett Johansson au sein du MCU dans Black Widow, le flop 9 de ce classement réalisé par Kate Shortland. C'est en effet une grosse déception pour ce 24e film de l'univers cinématographique Marvel qui, malgré une belle interprétation de l'actrice et une mise en scène immersive au cœur de paysages hivernaux, peine à convaincre avec un scénario creux et ennuyant. Et même cette origin story n'est pas déplaisante à voir car il est toujours intéressant de découvrir le passé des personnages ayant marqué les précédentes phases. Le scénario souffre de nombreuses longueurs, les scènes de famille sont terriblement longues et jamais naturelles, et la tension est inexistante entre les 2 sœurs. T'es pendant tout ce temps. On a un travail à terminer. Un volet vite oublié. À la 8e place, nous retrouvons Hitman and Bodyguard 2. Après un très bon premier volet en 2017 ayant rapporté pas loin de 173 millions de $, Patrick Hughes décide de réaliser un nouvel épisode, un buddy movie rassemblant un duo de choc, Samuel Jackson et Ryan Reynolds. Ce nouvel opus compte également de nouvelles recrues telles que Antonio Banderas et Morgan Freeman. Et malgré une distribution explosive, ce second volet est malheureusement inférieure comme bon nombre de suites de films. En effet, elle se montre répétitive sans véritable surprise et n'apporte aucune nouveauté à la franchise. Combien de fois tu as failli me faire tuer? Pas assez!
De plus, le scénario part vraiment dans tous les sens et manque de cohérence face à celui du premier volet. Il ne reste pas moins que l'on passe un moment sympathique mais qui manque clairement de volonté. Continuons avec le flop 7, L'ombre d'une proie, réalisé par David Bruckner. C'est un thriller fantastico-horrifique peu convaincant avec une seconde moitié scénario totalement loupée et une mise en scène qui manque d'originalité. L'excellente prestation de Rebecca Hall ne sauvera pas la mise. Et si la première moitié se révèle particulièrement efficace avec une atmosphère anxiogène et inquiétante, les codes classiques du registre paranormal font finalement leur apparition comme des manifestations surnaturelles. On perd ainsi en originalité, le rythme se dégrade rapidement et le film se conclut sur un dénouement vraiment décevant. Le flop 6 n'est d'autre que Venom Let There Be Carnage, réalisé par Andy Serkis, succédant à Robin Fletcher qui a préféré se consacrer à Retour à Zombieland. Si le premier épisode m'avait séduit malgré les retours négatifs avec un scénario sombre, un humour justement dosé et dans l'ensemble un très bon divertissement, ce second opus est malheureusement une grosse déception avec un humour trop prononcé et pas adapté à l'univers du film, un scénario inexistant, un format beaucoup trop court, un manque d'action et surtout des personnages peu développés. Certes, d'autres productions ont su exceller dans ce registre, telles que Deadpool et dernièrement The Suicide Squad, mais en revanche, ce n'est clairement pas l'orientation qu'il fallait choisir pour ce personnage Venom. La mise en scène et la distribution ne sauveront malheureusement pas la mise, avec un Woody Harrelson peu enthousiaste et peu investi dans le rôle de Carnage. On se rapproche du flop 3 avec Cry Macho, réalisé par Clint Eastwood. Après une immense carrière et d'excellentes réalisations telles que Grand Torino, il est grand temps pour notre ami Clint de prendre sa retraite. En effet, son nouveau long métrage est une grosse déception qui, malgré qu'il soit intéressant sur le plan humain, repose sur un scénario mince, des dialogues peu recherchés et un souffle épique inexistant. Pourtant, le film avait tous les ingrédients pour réussir, mais la magie n'opère pas. Le duo d'acteurs n'est pas attachant, l'histoire ne tient pas la route, il y a très peu de suspense dans ce road trip qui paraît interminable, aucune réelle menace, le rythme en pâlit, bref, c'est bien dommage. Allez, monte. On ira quand je te le dirai, ok? Écoute, le seul endroit où tu vas aller, c'est à l'hôpital. Tu t'énerves trop, c'est pas bon pour toi. La quatrième place est attribuée à Candyman, réalisé par Nia DaCosta, et pour moi c'est un véritable flop. Pourquoi donc? Eh bien la raison est assez simple, initialement je souhaitais voir un film d'horreur et je me suis retrouvé face à un scénario très politique, ayant une nouvelle fois pour thématique principale le racisme envers les Afro-Américains aux États-Unis. En soi ce sujet ne me dérange pas car parfois il offre de très beaux films marquants et le scénariste Jordan Peele nous l'a parfaitement illustré avec Get Out, mais dans ce remake la question du racisme est vraiment absurde, parfois même ridicule dans les discours. Pas intérêt à dire le dernier. Candyman. Candyman. Vous voulez faire partie de l'histoire? Non. Dites son nom. À tel point que le scénario s'engouffre totalement dans cette pseudo-intrigue et en oublie complètement le développement autour de Candyman, le croque-mitaine se fait donc très discret. La mise en scène efficace et inventive ainsi qu'une distribution honorable ne permettront pas de sauver ce long métrage. Nous rentrons enfin dans le vif du sujet avec le flop 3 et à vrai dire je ne m'attendais pas à grand chose de Godzilla vs Kong si ce n'est un combat dantesque, de sacrés effets spéciaux et à minima une intrigue cohérente. Bref, le minimum qu'un blockbuster puisse nous proposer, mais j'étais loin de m'imaginer que la Warner allait autant bâcler ce projet et nous proposer un film bien en dessous de Kong Skull Island et de Godzilla Roi des monstres. Certes, certains spectateurs seront pleinement satisfaits de voir ce long métrage, voir Godzilla affronter Kong avec des combats explosifs, des destructions de porte-avions, même de bâtiments. Les scènes d'action sont d'ailleurs plutôt cool. Mais hormis cela, tout le reste est malheureusement à recycler, le concept des deux terres inversées est risible, le méga Godzilla qui se fait battre par un verre de whisky, franchement, ou encore l'incohérence temporelle avec les autres volets, des facilités scénaristiques inimaginables et une distribution insipide. Malgré son trait humoristique prononcé et son caractère divertissant, Thunder Force n'est pas à la hauteur de sa bande-annonce alléchante. Deux raisons de cet échec scénaristique. La première, c'est que le film n'arrive pas à trouver un point d'équilibre entre le côté humoristique et dramatique. Certes, la plupart du temps, le scénario se montre volontairement absurde et grotesque avec un humour à prendre au premier degré, mais pour autant, lorsque le film tente d'être un peu sérieux, c'est complètement risible. Pourrais-tu me rendre un petit service? Ne touche à rien.
Bap, 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 bap. Oh, Seigneur, Lydia. La seconde, c'est le personnage porté par Melissa McCarthy. Pourtant très drôle et très attachante au début de l'histoire, Lindia Berman finit par fatiguer avec des dialogues à rallonge et sans intérêt. Et enfin, c'est une grosse déception pour Octavia Spencer qui n'arrive pas à trouver sa place au sein de cette comédie. Le lauréat du pire film de l'année 2021 est décerné à Méandre, un thriller horrifique français réalisé par Mathieu Turi. C'est une pâle copie du film Cube. Si la première de l'histoire se révèle captivante et angoissante, le film se loupe totalement dès lors où le scénario bascule vers de la science-fiction. Le suspense s'amoindrit, les enjeux scénaristiques sont trop flous, l'histoire en devient répétitive et la mise en scène manque clairement d'originalité. Ne parlons même pas du dénouement qui laisse vraiment à désirer et Gaia West qui a tendance à surjouer. A noter que ce classement est purement subjectif car bien évidemment je n'ai pas pu voir toutes les sorties cinéma et VOD de l'année telles que No Man's Land, Drive My Car, Honora, Don't Look Up, Annette et bien d'autres. Et d'autres films méritaient également d'être présents sur ce top 10 de l'année 2021 tels que La Méthode Williams, Sans un bruit 2, Illusion perdue, Kingsman Première Mission ou encore Malcolm et Marie sur Netflix. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton top et ton flop 10 de l'année 2021 dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, à la page Instagram, mais également à la chaîne YouTube, sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Media Show. Allez, à très vite!